sommes heureux de poursuivre ces entretiens ici à Sontexpo ce mardi 21 mai. Et nous allons parler d'un sujet essentiel, le sujet essentiel, puisque dans quelques semaines, le 9 juin 2024, tous et toutes, vous voterez pour vos candidats aux élections européennes. Et nous allons donc parler d'Europe et en particulier de la santé en Europe. Alors, beaucoup de plaisir de retrouver. Je vous ai déjà interrogé, Madame Françoise Grossetête. Vous avez été députée européenne de 1994 à 2019, pendant 25 ans députée européenne. Vous avez commencé, racontez-nous d'abord, et puis avec le docteur Paul Garassus, qui est le président de l'UEHP. Excusez-moi, je recherchais la réalité du SIG, c'est-à-dire l'Union européenne de l'hospitalisation privée. Et vous voyagez dans tous les pays européens pour porter haut le flambeau de l'idée européenne dans les établissements de santé privés. Vous allez nous en reparler. Françoise Grossetête, faites-nous un tout petit peu d'histoire de l'idée européenne, notamment en santé, depuis peut-être, on va commencer avec 1994, c'est-à-dire votre arrivée au Parlement européen avec Dominique Baudis. C'était juste après Simone Veil, c'est ça? Tout à fait, oui. J'ai eu cette chance effectivement d'être élue sur une liste conduite par Dominique Baudis à l'époque. Et c'est vrai que lorsqu'on parlait de politique de santé, on en était encore au balbutiement de cette politique-là. Mais très rapidement, dans les années 2000, on a vu se développer tous les concepts concernant la politique du médicament. Et entre autres, j'ai des souvenirs très précis sur le succès que nous avons ressenti lorsque a été voté le règlement sur les médicaments orphelins pour soigner les maladies rares. Et là, ça a été un point de départ de cette politique européenne de santé qui n'a fait depuis que se développer, tirer vers le haut, même si on sait très bien que l'Union européenne n'est là que pour accompagner au départ les politiques nationales de santé. Elle n'est pas là pour administrer les politiques nationales de santé. Néanmoins, elle est devenue aujourd'hui indispensable pour tous les États membres de l'Union européenne. Est-ce que ça aurait pu être différent? C'est-à-dire que l'Europe sociale, l'Europe de santé et l'Europe sociale, aurait-elle pu avoir un rôle encore plus important qu'elle n'a? On va revenir dans le détail au cours de notre entretien, qu'elle ne l'a aujourd'hui. Et puis avec l'expérience que nous avons avec le temps, mais aussi tout ce qui a été fait pour le Covid, ça a été un élément important. Est-ce que ça aurait pu être pensé autrement et différemment? Alors on a l'habitude de dire que l'Europe, elle progresse avec les crises. Et c'est un peu vrai. Et c'est un peu vrai, justement. Quand on parle de politique de santé, vous avez cité la pandémie Covid-19. C'est vrai que ça a été révélateur de certains handicaps dans ce domaine-là. Et cela a nécessité, au sein de l'Union européenne, de faire des efforts pour voir dans quel sens il fallait abonder ces politiques de santé. Et quand on a imaginé que l'on pouvait acheter des vaccins au sein de l'Union européenne pour éviter qu'il y ait des disparités d'un État membre à l'autre, certains pouvant s'offrir sans doute sur le plan financier des vaccins et d'autres ayant beaucoup plus de difficultés. Là, à ce moment-là, les principes qui soutiennent cette politique de santé dans l'Union européenne, qui sont les principes d'équité, d'égalité du citoyen et du patient européen devant la santé, eh bien à ce moment-là, ces principes-là allaient être complètement saccagés, si je peux dire. Et c'est pour cela que l'Union européenne a progressé grâce à ces crises. Néanmoins, à partir, je vous ai parlé du vote du règlement sur les médicaments orphelins, et à partir de là, il y a eu véritablement une volonté de légiférer dans le domaine de la politique industrielle du médicament. Pourquoi? Parce que finalement, la santé, elle est présente partout. La santé, elle est économique, elle est, vous l'avez dit, elle est sociétale, bien évidemment, puisqu'elle devient politique, publique, privée. On est là pour le dire, justement. Mais
mais elle est aussi scientifique, elle est industrielle, elle est partout. Et quand on parle de santé aujourd'hui, de politique de santé, on la retrouve dans ce principe de l'Union européenne qui est One Health, c'est-à-dire une santé globale qui intègre aussi bien les questions environnementales que la politique agricole commune, tous ces sujets qui font qu'aujourd'hui, quand on parle de politique de santé dans l'Union européenne, eh bien, on ne peut avoir que cette vision extrêmement globale. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que, je vous livre à tous les deux la question, la remarque en tout cas, c'est que en fait, la santé, c'est vraiment un des grands sujets qui attire les populations, parce que finalement, l'Europe, l'idée d'adhérer à la communauté européenne, à la famille européenne, c'est aussi pour mieux se soigner, parce que finalement, elle est un élément, la santé est un élément de développement important dans les pays européens, par rapport d'ailleurs aux nouveaux entrants. Parce que quand vous avez commencé, Madame Grossetête, en 1994, il y avait combien de pays? 12 pays. 12 pays, et aujourd'hui, 27 aujourd'hui, oui. Donc on a quand même intégré de nombreux pays. Peut-être certains disent même trop ou trop vite, mais enfin bon. Alors, si je prends en vol la question de la santé pour les Européens, l'Europe c'est un succès sur deux arguments. Le premier, ça a été la réduction des inégalités en termes d'offres de soins et d'espérance de vie. Et quand on regarde, et certaines données de l'OMS sont très, très pertinentes, toutes récentes, démontrant que les pays de l'Est de l'Europe, inclus dans l'Union européenne, ont tiré un vrai bénéfice de qualité de vie et d'espérance de vie par rapport aux autres pays limitrophes à niveau initial comparable. On voit, juste un exemple, le succès de la Pologne. Il y a 20 ans, niveau de vie moyen, 50% du niveau de vie européen. Aujourd'hui, est à 82% en 20 ans. Et l'impact sur la santé, les indicateurs de santé sont meilleurs. Et ce qui avait pu être un danger, la fuite des professionnels de santé initialement, les médecins, les infirmières polonaises reviennent au pays. Et c'est une tendance lourde pour améliorer l'offre de soins. Donc, in fine, sur un espace social qui est fragmenté, ce n'est pas le seul. La santé, l'éducation, la défense, c'est un peu les trous dans la raquette de l'Europe. Mais cette santé-là, globale, a tiré bénéfice de la construction européenne, y compris et peut-être même surtout pour les pays qui en avaient le plus besoin. Notamment d'ailleurs, peut-être, parce que vous avez cité la Pologne, on pourrait citer aussi l'Irlande. L'Irlande, c'est très intéressant pour deux raisons. Portugal, Irlande et Grèce. Souvenez-vous de la crise de 2008, la Troïka reprend la main. Système de santé complètement piloté par Bruxelles, conformément au traité. Et l'Irlande, boom économique qui suit, amélioration de l'offre de soins et retour d'une offre privée d'ailleurs importante. J'étais la semaine dernière au Portugal. On reparle encore de la Troïka à l'époque de 2008-2010. Les problèmes économiques avec impact sur la santé ont été réels, mais ont été nettement améliorés avec le soutien européen. Donc oui, des fragilités, des insuffisances, mais néanmoins un esprit communautaire dont les populations tirent bénéfice. Alors, vous avez dans votre rapide exposé, vous avez parlé de médicaments, mais de maladies rares, hein, si je me souviens. Ça, c'est un exemple quand même typique où là, il y a une vraie action opérationnelle de l'Europe sur le secteur des maladies rares, sur le suivi, sur le repérage, sur la recherche, sur l'expertise aussi, ouais. Bien sûr. Et puis un mot sur le cancer peut-être aussi. Oui, bien sûr, avec le plan cancer européen qui accompagne justement les plans nationaux. Mais en ce qui concerne les maladies rares, véritablement, là, on a la preuve que l'Union européenne est absolument indispensable pour faire bouger les choses. La recherche sur les maladies rares, c'est une recherche extrêmement coûteuse, qui peut être très longue, qui n'est pas toujours rentable, on le sait très bien. Et si l'Europe n'était pas là, d'abord pour encourager, pour accompagner financièrement, pour soutenir l'innovation, je pense qu'on n'aurait pas les résultats que l'on a obtenus aujourd'hui. Et quand on connaît l'existence des réseaux européens de référence dans le cadre des soins de santé transfrontaliers,
là, on a un véritable exemple de la valeur ajoutée, en somme, de l'Union européenne. Simplement, ce qu'il faut, c'est que les États membres acceptent de reconnaître cette valeur ajoutée de l'Union européenne. Et malheureusement, nous avons souvent vécu, et entre autres en France, des réticences, des freins, avec un comportement consistant à dire mais nous on n'a rien à apprendre des autres, on est suffisamment compétents, et ça c'est regrettable parce que je pense que tout le monde a à gagner d'être ensemble. On a toujours quelque chose à apprendre de son voisin, quel qu'il soit, et cette attitude en somme que j'ai souvent déploré quand j'étais moi-même rapporteur de certains textes législatifs, quand j'étais au Parlement européen. Cette attitude-là me paraît très négative, et il faut absolument que nos concitoyens comprennent, à l'occasion justement de cette élection européenne qui approche, qu'il est fondamental d'envoyer au Parlement européen des parlementaires, des députés qui s'engageront à poursuivre le travail qui a été initié dans cette politique européenne de santé. Tout au moins qui croient en l'Europe. Ça me permet de saluer nos amis de tous les pays européens, et notamment l'Italie, qui assistent à notre entretien. Très bien. Paul. Je vais me permettre d'ajouter un mot sur les enjeux. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est le coup d'après, c'est-à-dire le 9 juin et ce qui va suivre pendant 5 ans. Les inégalités de santé en Europe, elles sont criantes. Un objectif, par exemple, sur le plan européen cancer, auquel on a contribué, est justement d'améliorer l'offre de soins, l'accessibilité aux thérapeutiques qui sont coûteuses, mais aussi aux réseaux d'information qui permettent d'identifier, de prévenir et de guérir. Et cet investissement du secteur privé, sur le diagnostic précoce, l'accompagnement et les traitements est une réalité. Donc, effet positif. Deuxième chose essentielle, certes, la subsidiarité des États. Françoise vient de le mentionner, chacun est maître chez lui en termes d'organisation du soin et de tarification. Mais servons-nous des outils communs, les indicateurs, les bonnes pratiques, les référencements, et à partir de cette base de données, faisons évoluer positivement et conjointement. C'est de la co-construction qu'on appelle de nos voeux. D'ailleurs, c'est le but de ce document que nous avons co-rédigé avec la FHP en faveur des engagements pro-européens sur la santé. Travaillons ensemble, servons-nous d'outils communs, et c'est comme ça que tout le monde en profitera. Est-ce que si on pouvait rêver, on pourrait s'imaginer que l'Europe devienne réellement, enfin que la santé devienne réellement une politique où l'Europe intervient de manière forte? Alors, Françoise l'a dit C'est gentiment. 5 milliards, Oui. Je crois, de budget aujourd'hui, c'est assez faible. Oui, le budget est faible. La question, c'est la perméabilité des organisations à ce jeu d'indicateurs, de set d'indicateurs communs. Chaque gouvernement, je le dis avec tact, mais néanmoins avec conviction, est jaloux de ses prérogatives. On peut le comprendre. Inversement, quand nous, on arrive avec des recommandations communes, des jeux d'indicateurs, que ce soit l'OCDE ou qu'on participe également aux travaux de l'OCDE, Europe ou OCDE, ces enjeux-là, on doit se les approprier les uns et les autres. Et aujourd'hui, il y a peu d'appétence à cette curiosité partagée dans bon nombre de gouvernements nationaux. Oui, est-ce qu'on pourrait espérer une Europe plus forte en matière de santé? Ah oui, certainement. D'ailleurs, la commissaire actuelle à la santé l'a dit assez récemment dans une de ses interventions en réclamant une Europe plus forte pour la santé. C'est évident. Je pense que le thème de la santé est un thème qui peut rassembler les Européens, qui peut rassembler tous nos compatriotes. Santé dans une vision même un peu plus large avec One Health, c'est vous qui en avez parlé, environnement, santé. Oui, parce que on ne peut pas aujourd'hui concevoir une politique de santé sans se préoccuper de sécurité sanitaire, de sécurité agricole. Ça, on avait compris depuis le Covid, on a compris. Oui, environnementale, bien évidemment. Dépistage, prévention. La lutte contre le changement climatique est fondamentale aujourd'hui parce qu'elle a des conséquences sur la santé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les citoyens européens prennent conscience de tout cela. Où est-ce que l'on en est sur... Excusez-moi, je vous coupe parce que le Je temps vous en passe prie. vite. Où est-ce qu'on en est sur ERA,
versus BARDA, ERA, c'est-à-dire l'agence européenne. ERA marche bien, Elle a les moyens Oui, suffisants, elle a les moyens. J'ai pas peur de ça. Les scénarios qui sont dessinés actuellement pour faire face à différentes crises, le Covid a servi à ça. J'ai pas de doute sur la puissance coordinatrice induite par cette expérience et la mise en place d'ERA qui est vraiment positive. EMA également, une agence très très utile pour faciliter l'accès aux thérapeutiques nouvelles. Il existe vraiment des outils communs qui sont fonctionnels et remarquables. Le programme, rappelons, le programme Horizon, c'est un programme très large, hein, le programme Horizon. Alors, il est très large, il est surtout scientifique. Et je pense que pour nous, hôpitaux privés, on a des fois un peu de mal à se connecter avec ces programmes Horizon parce qu'on peut faire de la recherche clinique, mais on peut faire aussi de la recherche appliquée. Et cet objectif aujourd'hui, c'est d'étendre ces programmes qui sont assez généreux à des choses assez pratiques pour lesquelles on peut être contributif. Alors, j'ai eu un rapide sondage là, qui a été publié. 74% des Européens pensent que l'Union européenne doit avoir plus de compétences en santé. C'est encourageant. Hein, c'est très encourageant. Je suis ravie de... Les jeunes, Erasmus. Mais bien sûr, Erasmus doit être beaucoup plus utilisé pour les professions de santé. Oui, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui. Mais tout à l'heure, vous faisiez allusion à des financements qui peuvent paraître parfois insuffisants. Je ne suis pas inquiète, parce que chaque fois qu'il faut abonder parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une nécessité, l'Union européenne est tout à fait capable de le faire. Elle l'a montré dans d'autres domaines et elle l'a montré aussi au moment de la pandémie Covid. Donc là, je ne suis pas inquiète. Moi, il faut une volonté politique en réalité. Oui. Mais je suis assez confiant sur cette idée-là parce que même les plus rétifs à l'idée européenne comprennent bien quand même qu'il faut avoir une force pour acheter des vaccins quand ça s'est produit, qu'il faut peser contre à nos amis américains ou chinois, ou enfin, etc., sans nécessairement une opposition guerrière contre eux. Mais en fait, l'Europe doit compter. Ce n'est pas chaque pays qui peut compter. Et l'idée de la santé est motrice, non ? Et on attend que cette santé apparaisse dans les débats actuels en France. Ouais. Pourquoi ? Parce que les débats sont... Il y a une sorte... J'ai lu un article assez intéressant sur le bug démocratique. Oui, si les gens ne se sentent pas assez impliqués, on n'aborde pas les vraies questions. Mais cette difficulté de dire la santé est une prérogative utile à tous, ça veut dire qu'on attend aussi un engagement politique sur ces thématiques. Et actuellement, c'est pas très visible ou pas très audible dans les débats actuels. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un document là qui est... Alors, ce document a été fait de façon collaborative avec l'UHP, c'est-à-dire qu'on a demandé à nos 17 membres quelles sont les priorités différents pays européens, quelles seraient les priorités communes qu'on aimerait voir portées au débat pour les prochaines élections. Et on a partagé ici en français auprès des principaux partis politiques ce questionnaire et ces recommandations qu'on suggère. Et on espère pouvoir le diffuser dans la plupart des pays membres. Je pense que c'est très important, effectivement, de sensibiliser les candidats aux élections européennes sur ces questions de santé. Parce que longtemps, la santé était considérée comme une politique un peu accessoire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais compte tenu d'un environnement géopolitique assez complexe et plutôt inquiétant, il me paraît fondamental d'insister sur la nécessité de ne pas considérer la politique de santé comme une politique accessoire, oui, effectivement, mais au contraire, essentielle. Et c'est celle qui peut rassembler le plus facilement possible les citoyens européens autour d'un vote européen. Voilà, eh bien, merci à vous deux. Et nous vous invitons à voter donc le 9 juin 2024 pour les prochaines élections européennes. N'oubliez pas, ça vaut le coup. Bonne santé. Merci.